Eh bien, bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup pour la présentation donc, de mon pédigré. Je suis journaliste, ça d'accord, mais je suis quand même avant tout romancière et j'ai une passion pour le Moyen-Âge, passion honteusement entretenue par mon voisin de gauche, Martin Aurel, qui est mon grand ami. Et ce qui nous intéressait, Martin et moi, on a comme socle commun Aliénor d'Aquitaine, dont on est très épris, tous les deux, mais ça on en parlera tout à l'heure, puisque ce qui fonde notre entente et notre complicité, c'est surtout la différence d'approche, puisque là, moi, je suis romancière, et Martin, lui, il est historien. Alors, pour ce qui est de mon côté, bref, petit rappel, il se trouve qu'en 2007, j'ai fait paraître un roman qui s'appelle « La Passion selon Juette », et puis ensuite, j'ai fait paraître un livre sur Aliénor d'Aquitaine, parce qu'en tant qu'écrivain et très éprise du Moyen-Âge, moi j'ai fait de l'ancien français, beaucoup moins avancé évidemment que Martin, mais cet ancien français m'avait poussé notamment vers la littérature médiévale, et depuis un moment quand même, j'avais Aliénor d'Aquitaine dans le cœur, et c'est un monstre littéraire, vu sa vie, vu son émancipation, vu sa force de caractère, et c'est pas le genre de personnage qu'on peut aborder quand on a, en tout cas quand on a 25 ans et qu'on démarre des livres, c'est compliqué. En tout cas pour moi, j'avais besoin d'une sorte de maturité littéraire un peu plus prégnante, et le premier pas que j'ai fait vers Aliénor, c'était un roman qui est sorti il y a 4 ans, qui s'appelle « Le roi disait que j'étais diable », et qui racontait on va dire en gros, Aliénor d'Aquitaine, 13 ans, 30 ans, quand elle est mariée avec Louis VII, roi de France, et qu'en fait, elle s'ennuie à mourir. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est la romancière qui le dit, hein, parce qu'en général, Martin est parcouru d'ondes électriques d'angoisse, parce qu'on n'a pas du tout la même approche, donc, mais c'est ça qui fait notre prix, et on a des conversations, notamment dans le bar du TGV, qui fait que normalement, si quelqu'un nous écoute, il appelle des secours, puisque ça part dans des trucs... Alors, Martin est le seul être au monde à qui je peux dire « Mais dis-moi, le 24 août 1172, on est d'accord qu'Aliénor mange du civet ?» Et il me répond « Oh ben non, du ragoût, tu sais bien qu'elle ne digère pas le gibier. » Enfin, on a ce genre de conversation et on trouve ça absolument naturel. On est les deux êtres peut-être les moins ancrés dans 2018 qui existent, mais on a ça en commun. Et moi, ce qui m'intéressait dans le personnage littéraire de Aliénor d'Aquitaine, c'était tout ce qu'elle avait tenté, ce que, a priori, quand même très peu d'autres n'avaient pas tenté. Et quand j'arrêtais le roi disait que j'étais diable, la fin du livre, c'était au moment où, entre guillemets, elle plantait Louis VII, respire Martin, avec l'aval de l'Église, elle quitte son mari, elle le plante, et elle part et elle jette son dévolu sur Henri Plantagenet, qui a donc 11 ans de moins qu'elle, ce qui, la romancière pense que ça fait la première cougar de l'histoire, mais là, pareil, je sens qu'il collapse, c'est normal. Et ce que je trouvais génial, c'est qu'elle l'épouse, ma théorie étant qu'elle pense qu'elle mènera la danse. Or, non. Non. D'abord, il commence par lui faire 8 enfants en 10 ans, ce qui n'est pas rien. Le dernier arrive quand elle a 42 ans, c'est Jean Santerre. Elle va quand même tous les enterrer, sauf Jean Santerre. Et de surcroît, c'est celui qu'elle n'aime pas. Vrai ou faux? Ça. Bon, vous voyez, bon. Si, en plus, ça, je l'ai lu chez toi. Je l'ai lu dans un de tes livres, le courant passait qu'à moitié entre Jean Santerre et elle, mais bon. Et ce que je trouvais génial, c'est cette révolte qu'elle lance en 1173. Alors, Martin, tu m'arrêtes si vraiment je pars dans les hautes sphères, mais normalement, c'est ça. Bien. Chronologiquement parlant, c'est ça. Où elle dit à ses 3 fils, venez les enfants, on va renverser papa. Ça, les 3 enfants disent, oh, mais quelle bonne idée. Voilà. Si, c'est vrai. Dont Richard Cœur de Lion. Elle lève comme une armée quasi à l'échelle européenne. Et elle fait une erreur, c'est que, elle sous-estime la valeur de son mari, qui en fait, moi, le côté romancier fait qu'en fait, on injecte de la psychologie, là où a priori, il n'y a ni preuve scientifique qu'il y en avait, mais la porte ouverte du romancier, c'est quand même l'interprétation. Le romancier, il se nourrit de blancs, des vides de l'histoire, ce qui est le cauchemar des historiens. C'est-à-dire que là où Martin Aurel rame, moi, j'en profite. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que moi, c'est ma nourriture, le blanc. C'est là où moi, je peux m'engouffrer. Alors que Martin, il se fait des cheveux blancs quand justement il y a un vide et qu'il faut le combler. Et du coup, ça donne une interaction que nous, on adore. Mais en tout cas, je pense, moi, qu'elle sous-estime la valeur de son adversaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il a vent de cette révolte, Plantagenet, et qu'en 2 mois, il anéantit tout, la révolte. Il l'élimine en 2 mois.
Aliénor, sentant le vent tourner et sentant que les troupes de son mari se dirigent vers elle, à ce moment-là, elle est réfugiée chez son oncle, je crois que c'est, j'ai oublié où c'était. Raoul de Fay. Raoul de Fay. Peut-être. Elle se déguise en homme pour rejoindre la route de Chartres où l'attendra Richard Cœur de Lion. Et elle tombe dans une embuscade, tendue par les hommes de son mari, en tout cas ils lui remettent, et il la met dans une tour à Salisbury pendant 14 ans. C'est vrai ou pas? C'est Richard Cœur de Lion qui vient lui ouvrir, si on le fait court. Hein. Elle est en pleine forme. Voilà. Il a été prisonnier au retour de croisade. Elle va arpenter toute l'Europe pour trouver la rançon. Là, à ce moment-là, elle a passé 60 ans. Voilà, elle le fait. Et elle finit par s'éteindre à 82 ans, en 1204. Alors, Fontevraud ou Poitiers, on ne sait pas trop. Moi, j'ai décidé que c'était Fontevraud. Voilà. Mais ça, c'est l'avantage du romancier. Ah oui, ça, alors là, pareil, ça lui fait des ulcères. Mais enfin, la vérité, c'est que si moi, je veux 20 000 personnes sur une plaine, contrairement aux cinéastes, je peux. Les romanciers, ils peuvent. Et que si moi, j'ai envie de dire que là, tel soir, Aliénor, elle était déçue, elle avait mal à la tête, elle était triste, elle était contente, je peux. Alors qu'il ne peut pas. Voilà, ça, c'est le grand avantage du romancier sur l'historien. Mais je laisse peut-être Martin reprendre la chronologie, peut-être à peu près moins interprétative que la mienne. Non, mais ce que tu as dit était tout à fait exact. Bon, peut-être à quelques détails près, est-ce qu'elle est restée tout le temps à Salisbury ou est-ce qu'elle était à Chinon, après un peu menée d'un lieu de, disons, une résidence à une autre, surveillée toujours, peu importe, mais c'est vrai qu'Aliénor fascine les romanciers puisqu'elle a une vie qui est assez exceptionnelle. Exceptionnelle et en même temps assez ordinaire. C'est ça ce qui, là encore, nous touche. C'est une femme qui, jusqu'à son mariage avec Henri II en 1152, où elle a à peine la trentaine, elle a une vie malgré tout assez banale. On l'a mariée d'office au roi Louis VII parce qu'elle était l'héritière, la proie la plus désirée de toute la noblesse du royaume. Elle avait avec elle l'Aquitaine, c'était sa dot extraordinaire, surtout pour le roi de France qui songeait à prendre le sud, qui lui avait toujours échappé, puisque le sud de la Loire, quand on regarde les chartes comme celles qui sont gardées dans ces fonds qui sont extraordinaires, ces beaux parchemins, il y a une dimension tactile formidable de toucher ce parchemin. Eh bien, quand on voit où elles sont datées avant Louis VII, c'est très rare qu'un roi de France traverse la Loire vers le sud. Et là, c'est un pas vers cette conquête, vers ces territoires. Mais son mari, à la suite de la croisade, la seconde croisade, qui a été un fiasco complet, et peut-être aussi elle, bien entendu, décide de rompre. Alors personnellement, je trouve que la raison est très banale. C'est une femme qui a été incapable de lui donner des garçons. Alors pour quelle raison? Après, on verra qu'il a dû... Louis VII devra se marier 4 fois pour avoir enfin Philippe, que nous appelons Philippe Auguste, au lendemain de la bataille de Bouvines. On disait qu'elle ne couchait pas avec lui. Voilà, donc bon, ça se discute aussi. Ils ont eu quand même 2 filles. Mais ça a plus d'allure quand même. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Bref, donc vous connaissez ensuite les avatars de son mariage avec Henri II, en particulier la grande révolte de 1173. C'est vrai qu'elle est responsable. Il y a un moine du Mont-Saint-Michel, l'abbé Robert de Torigny, qui dit dans sa chronique « Aliénor, aliéna », bonjour le jeu de mots, ses enfants à Henri II. Et puis on a aussi une lettre de l'archevêque de Rouen qui emploie, c'est un pot pourri de citations de l'Écriture, à commencer par saint Paul, qui insiste sur la fidélité conjugale et qui la pousse à revenir vers son mari. Donc tout le monde l'a vue comme la responsable de cette révolte, hein, vraiment celle qui est à l'origine, l'instigatrice, parce qu'elle a su manipuler ses enfants. Bon, bref, ensuite, 1189, la mort de son mari, elle est libérée, et à partir de là, elle joue un rôle très important, puisque son fils, Richard Cœur de Lion, est à la croisade puis en captivité. C'est elle qui ramasse la rançon contre Jean Santerre, qui commence à magouiller, à profiter de l'absence de son frère pour reprendre son territoire, mais elle tient bon et elle va jusqu'en Allemagne pour verser la rançon. Et puis, c'est elle aussi qui, quelques années après, 10 ans après, à la mort en 1199, à la mort de Richard, elle tient à promouvoir son fils au détriment de son petit-fils Arthur de Bretagne, son fils Jean Santerre, le dernier, comme Clara l'a très bien expliqué, au trône d'Angleterre. Et en particulier, c'est elle qui donne les libertés à un certain nombre de communes du Poitou pour qu'elles adhèrent
à son fils Jean Santerre. Quand vous traversez la place d'Armes le soir, vous voyez bien ces beaux vitrails du 19e siècle qui montrent Aliénor en train de donner les libertés à la ville de Poitiers. Et puis elle s'éteint en 1204, que ce soit à Poitiers, que ce soit à Pontevraud, ce n'est pas très clair. Alors tout cela pour vous donner un cadre. Maintenant, je vais parler de Clara et du métier d'écrivain. Elle n'a pas à s'excuser, elle est toujours complexée face à l'historien, alors que l'historien est complexé face aux dons, aux talents poétiques, d'intuition que nous sommes incapables de voir, nous autres historiens, parce que nous avons une prose qui a une obligation de, si vous voulez, d'authenticité au sens, on doit chercher des vérités qui sont celles qui sont dans les sources, dans les documents, dans les textes, et on ne doit pas trop s'éloigner de ces documents. Il faut qu'on argumente, qu'on fasse la part des choses, ce qui est dans la documentation, ce qui est de l'ordre de l'interprétation, qu'on tienne compte aussi des sensibilités de notre temps pour poser les questions aux sources, aux documents qui intéressent ceux qui nous entourent, puisque nous sommes certes des érudits, mais nous ne sommes pas non plus des professeurs perdus dans nos pensées. On essaie de vivre notre temps, de vivre le présent pour comprendre le passé, comme disait Marc Bloch, un très grand historien qui avait été fusillé par les nazis en raison de son activité de résistant. Donc c'est un peu, c'est sûr qu'on est en phase avec le présent, on essaie, mais en même temps, notre pain quotidien, c'est la documentation et on ne peut pas s'éloigner. C'est pourquoi nous mettons des notes en bas de page dans nos travaux pour dire cette chose-là, je l'ai trouvée à tel endroit. Mais c'est normal que nous n'ayons pas du tout le même rapport aux personnages historiques que les romanciers. Nous avons passé un contrat avec vous, avec le public, les historiens, qu'on peut appeler un contrat de type référentiel par rapport au contrat de type fictionnel, et Clara l'a très bien expliqué, où un romancier peut effectivement combler les blancs. Et j'ai parlé d'authenticité, de vérité ou d'objectivité chez l'historien, mais il y a d'autres vérités chez le romancier, en particulier une perception de la psychologie humaine, de l'intérieur de chacun, que nous autres historiens, nous ne pouvons pas nous permettre. Il n'y a pas longtemps, je lisais une interview de Barack Obama qui disait, au fond, j'ai beaucoup plus appris sur l'homme, sur la femme, en lisant de romans qu'en lisant de gros traités d'économie, de sociologie, de sciences politiques, parce que vous autres romanciers, vous avez, tout en respectant ce contrat de fiction, et personne n'est dupe, sur la couverture des romans, c'est bien marqué roman, c'est de la fiction, eh bien vous avez un autre rapport au texte. Voilà. Mais la question que je me pose, moi, Martin, c'est au bout d'un moment, ça va faire des années que vous travaillez sur Aliénor, que tu travailles sur Aliénor, pardon, il y a bien un moment où tu l'aimes un peu. En tant qu'historien, tu es avec elle depuis 20 ans. Oui, tu sais, vrai, tu connais son emploi du temps de bout en bout, depuis qu'elle est née jusqu'au moment où elle meurt. Tu es capable de, tu connais tout d'elle. Pour consacrer 20 ans de sa vie à un personnage, il y a bien un moment où il y a un peu d'affect. Tu l'aimes un peu quand même. Tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai qu'un historien qui n'aimerait pas l'objet de ses recherches serait un homme très malheureux. Et c'est vrai que Aliénor est un être en chair et en os qui a vécu, qui a eu des enfants, qui a eu 2 maris, qui a été en contact avec les Aquitains, avec les Poitevins, et cela est capital, bien entendu. Et moi-même, oui, j'ai un rapport qu'on pourrait dire de l'ordre de l'affectif, oui, même si j'essaie, comme je vous ai dit, de respecter un contrat avec mon public. Quand on fait de l'histoire de l'art, de la sociologie, il faut aimer ce que l'on fait, sinon on serait les plus malheureux Mais en fait, des hommes. il faut que tu l'aimes, pas que tu te laisses envahir. Parce que le propre des romanciers, plusieurs fois, Martin m'a demandé comment tu travailles en tant que romancière. Et en fait, moi, je pars de la trame chronologique. Mon challenge, c'est les événements. Ça, je ne les change pas. Donc, tout est en quelque sorte véridique dans le flux événementiel du récit. En revanche, je me permets quantité de chemins de traverse sur les côtés. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que disait Martin, c'est que quand on travaille sur Aliénor d'Aquitaine, quand on fait un roman, le plus difficile, c'est de rester romancier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, j'ai mis 4 ans pour faire celui-ci, j'avais mis 4 ans pour faire Le Roi disait que j'étais diable. Je me prends 1 an pour lire à peu près tout ce qui passe sur le sujet. Alors, concernant Aliénor, en plus, il y en a plein. Et en fait, pendant 1 an, je vais choisir maximum 5 livres
qui vont me servir de Bible, de référent pour les 3 années qui vont suivre. Mais je vais mettre 1 an pour les choisir, parmi lesquels, évidemment, il y en a toujours un de Martin. Mais du coup, sinon, le piège, c'est quand vous écrivez un roman, c'est le piège justement de l'historien. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'écrire que Aliénor posa sa fourchette et redressa la tête, il n'y avait pas de fourchette au Moyen-Âge, oui, ça, il faut que je puisse dire, oui, mais ça, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que je reste romancière, c'est ça qui est difficile. Alors qu'il y a toujours une petite voix au fond qui dira, ah bah non, il n'y a pas de fourchette au Moyen-Âge, tu sais bien, ah bah oui, donc je ne peux pas écrire ça. C'est des choses, c'est pour ça que, par exemple, quand j'écris un roman, je m'interdis d'aller sur les lieux. Parce qu'on a des tas de traces, que ce soit Château-Gaillard, que ce soit évidemment Fontevraud, que ce soit à Poitiers, évidemment. Je m'interdis d'y aller. Par contre, c'est mon cadeau quand le livre est sorti. Je me fais une récompense, je me fais une escapade. Donc c'est comme ça que là, j'ai pu aller voir Château-Gaillard, qu'avec j'avais été à Fontevraud, etc. Mais surtout pas pendant que j'écris, parce que si j'ai envie de dire que Richard ou Aliénor arpentent quantité de couloirs à Fontevraud, et si je m'aperçois qu'il n'y a qu'un seul couloir, ben c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, le piège, c'est celui justement de la véracité. Et c'est très compliqué d'arriver à rester romancier quand on sait qu'il y a quand même ce poids de l'histoire à côté. Alors des fois, je me fais violence, parce que des fois, j'y arrive pas. Mais alors après, ça c'est la partie, c'est ce que Martin adore, mais il y a toujours une période où je vais tellement plonger dans le récit que je dois m'isoler dans une maison quelque part très isolée. Et alors là, c'est Victor l'enfant sauvage, quoi. C'est-à-dire que je me lave plus, je mange plus, je fais que ça. J'écris. Donc il y a une espèce de recul. En fait, je parle par grognement, quoi, au bout du compte. J'ai perdu 5 kilos. Mais j'ai besoin à un moment de me plonger dedans. Et c'est là, en fait, où je vais arriver à me dire je suis romancière. Et il y a aussi un autre obstacle que nous, on a, mais on a un obstacle en commun que les historiens ont aussi, et surtout avec Aliénor, qui s'appelle la légende. C'est-à-dire qu'Aliénor, comme on avait quand même très peu de choses sur elle, par exemple, on n'a pas de description physique d'elle. Le seul mot qu'on a, mais là, pareil, je parle sous ton contrôle, Martin, c'est un mot occitan qui est perpulcras, qui signifie très belle, mais on n'a pas la couleur de ses cheveux, de ses yeux, on n'a quasi pas sa silhouette, on n'a pas du tout, en fait, on n'a rien d'elle. T'es d'accord, Martin? Oui, physiquement, on a quasiment rien d'elle. Iseut, on sait qu'elle a la peau de neige, les yeux d'azur, les cheveux de blé. Aliénor, on n'a rien. Alors, là, de nouveau, avantage du romancier, mais moi, je décide qu'elle a les yeux gris, c'est joli gris, j'ai un peu hésité, vert c'était pas mal, mais j'ai préféré gris. Elle a les cheveux châtains, du coup je peux y aller à ma guise. Mais on a cette légende, parce que Aliénor, vu qu'on n'avait rien sur elle, la postérité adore le rien, c'est là où elle engouffre tous les imaginaires, et le résultat c'est qu'on a une légende dorée, on a une légende noire, et c'est un vrai obstacle quand on est romancier, mais j'imagine aussi quand on est historien. Oui, tout à fait. Mais déjà, je trouve que tu es très modeste parce qu'en même temps, tu t'es beaucoup documenté. À la fin du Roi disait que j'étais diable. Il y a et une chronologie et un choix de texte. Et puis, tu sens le rapport à la fiction. Je reviens toujours à cela. Tu ne te permets pas d'outrepasser non plus. Non, trop. Aliénor Voilà. rencontre pas Mozart, ça c'est sûr. Non, mais bon, c'est pas une débauchée, c'est pas une traînée, c'est pas. En tout cas, dans non, mais le ça, Roi je veux pas. disait Oui, que... ça c'est la légende. La légende, Voilà. c'est un. Enfin, mais j'aurais pu abonder dedans finalement. Oui, tout mais à pour fait. le coup. C'est pas quelque chose qui me plaisait forcément. C'était forcément caricatural. Mais vous, c'est pareil, les historiens. Concernant Aliénor, vous avez dû vous heurter à ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opinions sur Aliénor de la part d'historiens très sérieux. Est-ce qu'on interprète la lettre que Odon de Deuil, qui est le numéro 2 du monastère de Saint-Denis, un moine qui est à Antioche avec Louis VII, la lettre qu'il envoie à l'abbé Suger, où il insinue peut-être qu'il y a une affaire, mais quel type d'affaire entre elle et le prince d'Antioche, son oncle paternel. Donc c'est vrai que là, on pourra toujours, il y a des historiens qui vont dire « Ah oui, elle a trompé de toute façon son mari, c'est clair et net », d'autres qui vont dire « Mais non ». Bon, mais après tout, peut-être ma génération est moins sensible à ces problèmes qui sont très importants pour l'historien, mais un problème individuel pour le romancier, pardon. Donc c'est... Oui, et en même temps, le titre du roi que disait que j'étais diable, ça vient quand même d'un écrit du XIIIe siècle, voilà, de l'évêque de Tournai, je crois. Oui, j'ai oublié aussi. Je crois que c'est l'évêque de Tournai, qui imagine quand même qu'Aliénor se déshabille devant ses barons.
déjà pour un évêque, bon, et que complètement toute nue, elle leur dit, alors évidemment les barons subjugués, et elle leur dit, voyez Seigneur, ne suis-je pas désirable? Et le roi disait que j'étais diable. Donc ça flambait quand même sous les soutanes, si je peux me permettre. Oui, 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 bien sûr. Mais on est Ah, déjà il y avait 20, des romans, il y avait 30 des ans. romanciers avant moi, hein, quand même. Hein. C'était pas, il y avait un peu le feu quand même. Ah oui, c'est On tout est à fait d'accord que cette On légende, est elle a d'accord. été aussi alimentée. Bah, l'écrit en question, il date du XIIIe. Oui, tout à fait. Donc Puis, c'est bien qu'elle faisait quand même, elle embrasait les imaginaires, Aliénor. voilà. Après ces textes, là encore, l'historien dira oui, mais ça vient de l'entourage des Capétiens, de Philippe Auguste, de Louis VIII. Ah, donc c'est propagande. Voilà, c'est de la propagande contre cette méchante anglaise, au fond. Et ça se perpétue jusqu'à Jules Michelet, qui va vous dire Blanche de Castille, ça c'était bien parce qu'elle a fait la France. Alors que Aliénor, eh bien, c'est la perfide Albion, elle a empêché l'unité nationale, la France éternelle de se constituer. Donc, ça part aussi, il y a des discours qui se perpétuent, qui ont une portée idéologique très forte. Et nous autres historiens, nous sommes là aussi pour les signaler, pour montrer qu'il y a des pièges, que le document, le texte, a toujours un arrière-fond, un arrière-plan. Mais alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais un peu insister, c'est que l'écrivaine, elle a le goût de l'écriture. Et ça, c'est l'essentiel dans tes textes. Déjà, tu racontes que tu as pris le goût de la langue française contemporaine, actuelle, par la lecture de l'ancien français. Oui. Et que tu avais Claude Thomasset, qui était ton professeur Oui. d'ancien français à la Sorbonne, et qui un jour, donc tu aimais beaucoup ses cours, et qu'un jour il est arrivé avec un numéro de Cosmopolitan, je sais pas comment. C'est un magazine féminin où j'ai commencé. Voilà, et qui t'a dit, qu'il a posé sur la table et qui a dit, mademoiselle, il faut choisir. Affreux. Donc soit vous faites de l'ancien français rigoureux, etc., soit vous travaillez dans des magasins en tant que journaliste, Oui. mais c'est pas une critique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un don, c'est un talent, c'est une intuition et c'est le poids des mots, le goût des mots qui remonte au Moyen-Âge. Ça, je trouve ça très, très touchant pour un historien qui travaille sur des textes latins, sur des textes en occitan ou en ancien français langue d'oïl, de voir que ça peut encore inspirer les écrivains contemporains et de trouver qu'il y a une racine dans leur langue maternelle qui remonte à des siècles et qu'ils peuvent aussi revivre, ressusciter ces langues anciennes. Alors ça, je ne sais pas si quelqu'un travaille au ministère de l'Éducation nationale dans la salle, mais il faut faire passer un message au ministre de l'Éducation nationale qui est de faire travailler l'ancien français aux enfants. Parce qu'il n'y a pas plus ludique comme langue, ça les touche énormément, c'est quelque chose d'hyper concret. Quand moi je vais dans les classes et que je raconte aux enfants le cheminement de la langue, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on peut parler entre nous, quand vous prenez l'étymologie de certains mots, mais ça peut être très simple, hein, le fait qu'il n'y avait pas d'assiette au Moyen-Âge et qu'on partageait une tranche de pain et que ça a donné le mot copain. Eh ben ça, les gamins, ils adorent, quoi. Il y a quelque chose qui passe là. Quand vous décrivez le Moyen-Âge par le concret, que ce soit la langue, que ce soit la façon de manger, la façon de s'habiller, il y a quelque chose là où, moi, tous les profs d'histoire que je vois, en général, ils sont assez désespérés en disant que le programme leur impose de couvrir 6 siècles en un trimestre, donc ils n'ont pas du tout le temps de s'attarder. Et s'il y a bien un truc sur lequel on milite avec Martin, c'est vraiment que ce goût du Moyen-Âge, il faut le transmettre absolument aux plus jeunes. C'est comme ça que ça se perpétuera. Mais surtout, il y a tellement de choses qui font écho avec aujourd'hui. Quand on voit qu'à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des Twitter, des machins, il y a quand même une banalisation telle du propos et du mot. Au Moyen-Âge, l'expression parole tenue, elle vient de là. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, le mot a une telle valeur qui décide de la vie ou de la mort de quelqu'un. On déclenche la guerre d'une phrase, on la clôt d'une phrase. En général, la phrase est associée au geste, donc il y a tout un rituel qui est très beau. Et puis, moi, je me rappelle, Martin, tu parlais de Claude Thomasset, mon professeur à la Sorbonne. Il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il m'avait dit, par exemple, au Moyen-Âge, on pensait que l'ouïe était un sentiment. Donc, pour dire « je t'aime », on disait « je t'entends ». D'où l'expression aujourd'hui, quand deux personnes s'entendent bien ou s'entendent mal. Et ça, c'est des choses que les enfants, ils voient tout à fait ce que c'est, ils comprennent d'un coup. C'est génial de voir leur visage s'illuminer en disant « ah bah oui, bien sûr ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement précieux, puisque qui sait d'où il vient, sait où il va, en général. Et c'est vraiment
pour nous, en tout cas Martin et moi, et pour tant d'autres, primordial de mettre en valeur ce Moyen-Âge. Et je trouve qu'en plus, Aliénor, à elle seule, rattrape aussi toute cette réputation désastreuse que le Moyen-Âge a. Alors là, moi, mes confrères journalistes, ils ont du souci à se faire, parce que combien de fois j'ai entendu le mot moyenâgeux en général pour parler de Daesh, ce qui fait plaisir, mais tout ce qui est archaïque, bas de plafond, violent, paf, moyenâgeux, ah bon ? Ça s'appellera le couillard d'or, puisque le couillard étant une catapulte proche du trébuchet, qui avait évidemment une forme assez suggestive. Chaque semaine, on va décerner le couillard d'or au clampin qui a encore dit que nanana était moyenâgeux. Donc on s'était amusé comme ça à décerner le couillard d'or régulièrement, et il y avait plein d'occasions. Et du coup, ça, c'est vraiment... Et je trouve qu'Aliénor, à elle seule, dans sa flamboyance, dans son amour des lettres, dans son appétit de la vie aussi, mais aussi de son appétit de la guerre, quelque part, incarne un Moyen-Âge qui est aux antipodes de celui qu'on veut bien trop souvent nous vendre, intolérant, méchant, sale. T'es d'accord, Martin ? Je bois mon petit lait, là, c'est sûr que... non, tout à fait. Et en partie, les médiévistes, les professionnels du Moyen-Âge sont responsables de cette évolution. C'est parti des États-Unis. C'est intéressant de voir ce qui se passe outre-Atlantique, parce qu'ensuite, nous en avons les répercussions, alors que pour le Moyen-Âge, on devrait être ferme et ne pas nous plier aux modes qui nous viennent de là. Dans les années 50-60, quand il y avait un professeur américain à Harvard, à Yale, qui parlait du Moyen-Âge, pour eux, c'était le début de la démocratie, le début de l'État. La grande thèse américaine, celle de Joseph Stryer, c'était le règne de Philippe le Bel. C'est lui qui a construit des institutions solides qui permettent d'avoir la paix, la concorde, que l'administration marche. C'était des gens, évidemment, blancs protestants de la haute société, mais c'était le message qu'ils essayaient de passer. À partir des années après 68, c'est un autre message qui passe. D'abord, il faut critiquer tout ce qui pourrait être donc culture trop occidentale, au nom des cultural studies, au nom du post-colonial studies, c'est-à-dire ce qui vient après la colonisation. Il faut revoir les choses autrement qu'avec les yeux des conquérants. Et donc le Moyen-Âge commence à devenir le lieu de l'Inquisition, le lieu du grotesque, le lieu de la persécution, un livre aussi qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, Persecutive Society, comment à partir du XIIIe siècle, nous avons classé les gens en catégories. Ces gens n'avaient pas lu un grand poids de vin, malgré tout, on peut l'aimer ou pas, Michel Foucault, qui nous avait bien appris que le grand renfermement, de considérer qu'un fou, on l'enferme, et il n'a pas sa place dans la société, ça commence à l'époque classique, au XVIIe siècle, pas avant, les gens du Moyen-Âge intégrés. Et donc, nous avons aussi notre responsabilité. Après, c'est l'arroseur arrosé, parce que quand mes collègues américains partent à la retraite, les facultés leur disent « Mais attendez, vous n'allez pas enseigner ça, c'est malsain à nos étudiants. Il faut apprendre Asian Studies, les études asiatiques, les études africaines, etc. C'est d'autres civilisations beaucoup plus riches, beaucoup plus importantes que le Moyen-Âge, vous voyez. Donc, je pense qu'on s'est tiré aussi une balle dans le pied. Je ne dis pas que le médiéviste doivent sombrer dans la légende dorée, parce que la réalité, c'est comme de nos jours, il y a des très bonnes choses, il y a des très mauvaises choses, et il n'y a pas les bad guys d'un côté, les good guys de l'autre. Le Moyen-Âge, c'est pareil. Il y a des personnages fascinants comme Aliénor, après des personnes qu'on peut moins aimer, comme son fils Jean Santerre, j'en sais rien. Mais il faut aussi que nous soyons sensibles à cela. Je remercie beaucoup Clara de tout ce qu'elle a dit sur l'importance du Moyen-Âge dans notre société actuelle, et pas seulement dans un but académique de préserver les postes dans nos universités, mais ce sont nos racines aussi. J'ai des collègues qui n'aiment pas comment vous dire, un discours trop sur la tradition, sur nos racines, etc. Mais après tout, c'est vrai, on n'est pas nés nulle part par génération spontanée. On a derrière nous toutes des décennies, des siècles d'une civilisation médiévale. Oui, le terme civilisation aussi est devenu imprononçable dans le historiquement correct. Et là encore, je m'insurge sur ce point de vue. Voilà. Pardon. Et par exemple, quand souvent les gens ne le savent pas, mais le fait que la lecture silencieuse apparaît au Moyen-Âge, ce que je trouve moi génial, mais le fait que brusquement, à un moment, on décide de lire sans bruit pour soi, c'est quand même une forme de naissance de l'individualité. Le concile de Latran en 1215, en instaurant la confession obligatoire,
pour tout le monde, oblige du coup quand même toute la population à dire « je ». Donc on date quand même la psychologie moderne, la toute naissance de cette période-là. Le fait, l'introspection, du coup, s'il faut vous confesser, il faut bien qu'à un moment vous ayez un retour sur vous-même avec l'idée de culpabilité, de conscience. La notion de conscience naît aussi à ce moment-là. Enfin, on pourrait égrener comme ça les inventions géniales du Moyen-Âge. Et moi, il y a quelque chose ici qui me tient à cœur, et là je reviens à Aliénor, c'est quand même l'idée que... Alors, là, peut-être que moi, j'ai des lunettes un peu roses. Martin, tu vas me dire. Mais il me semble quand même qu'on présente quand même très souvent les femmes comme les premières victimes du Moyen-Âge. En y regardant de plus près, non. D'abord, les femmes, elles bossent, elles travaillent. Les paysans ne commençaient pas à faire la distinction homme-femme pour aller au champ. C'était pas, bah non, tu es une femme, tu n'y vas pas. Tout le monde travaillait au champ. La femme, quand l'artisanat commence à montrer le bout de son nez et que s'installent les prémices de ce qu'on appellera plus tard la bourgeoisie, la femme hérite de l'affaire de son mari et de toute façon elle tient la boutique parce qu'il faut la tenir. Quant aux femmes nobles, comme le seigneur est quasi tout le temps en guerre, de Sibylle de Flandre à Marguerite de Béverlay, elles savent manier l'épée et elles savent gérer l'intendance et défendre leur forteresse. Est-ce que... Ah oui, tout à fait. Donc, peut-être pas manier l'épée sur un champ de bataille, mais... Marguerite de Béverlay, elle dit quand elle part en croisade qu'elle a un chaudron sur la tête. Oui, quand mais elle arpente... défend une forteresse, voilà, tout à fait. Oui, elle dit j'ai un chaudron sur la tête et on va me prendre pour un homme et c'est tant mieux. Et comme j'ai pas de casque et qu'on n'a pas voulu m'en donner un, elle a mis une marmite. Tout à fait. Alors, bien sûr, c'était pas le cas le plus répandu, mais non, c'est vrai, ça mais va quand même aux antipodes trop souvent ce qu'on peut lire sur... il me semble quand même que c'est beaucoup plus tard que la femme est un peu écrasée et que c'est l'apogée, c'est le 19e siècle. Ah oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire la renaissance du droit romain a été un coup très dur pour la femme. On voit apparaître justement dans les chartes, dans les actes de la pratique, dans les donations ou les ventes, quand le roi apparaissait à l'époque carolingienne, ou le comte ou le duc, il était très souvent avec son épouse, tous les deux co-signaient un document, le souscrivaient ensemble avec les femmes de leur famille. Et progressivement, avec la renaissance du droit romain, qui à la fin du Moyen-Âge, de l'Empire, est devenu assez misogyne, elle commence à être déclassée du point de vue de la royauté aussi, dès lors que la couronne devient une entité tout à fait abstraite. Ce n'est pas un objet concret, la couronne que l'on passe sur la tête, mais c'est la couronne, un pouvoir global. Dans cette abstraction-là, il n'y a plus de place pour la famille, pour la maison, ou en tout cas, dans la documentation, juridiquement, la femme tend à être estompée. Puis il y a par exemple, le fait que quand on se marie avant le XIIe siècle, c'était le mari qui apportait un bien à son épouse, ce qu'on appelle le douaire. Et puis tout à coup, il y a une révolution, je ne sais pas comment les familles ont réagi, où tout à coup, tout à coup, ça prend quelques décennies, mais ça passe dans la pratique, où c'est les filles qu'il faut doter. Et voilà, vous connaissez tous Molière, sans dot, etc. Donc, on passe à un autre type de société, puisque ce n'est plus, pour ainsi dire, la femme que l'on achète. Je passe très vite sur une réalité très complexe, mais c'est le contraire. Il faut payer pour se débarrasser de sa fille, vous voyez. Donc ce passage est très important, mais il y en a beaucoup d'autres dans le droit. La possibilité d'ester en justice, de témoigner pour les femmes. Elles ont besoin de plus en plus d'un tuteur, comme au bas empire romain. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu au Moyen-Âge une détérioration progressive du statut de la femme. Et puis pour revenir à ce que tu disais sur la guerre, c'est vrai que ces femmes ont un sens très fort de la maison et elles défendent les forteresses. Cet exemple que tu citais, c'est une femme qui se retrouve en 1187 à Jérusalem après la bataille d'Hattin, où Saladin a écrasé les rois de Terre Sainte et leurs troupes, et donc ils attendent à ce que Saladin arrive, et tout le monde se met à défendre les forteresses, les femmes les premières. Cette année, nous avons commémoré, d'ailleurs, nous avons fait un colloque ici, dans cette salle même, la mort de Simon de Montfort en 1218. Celle qui tenait la catapulte, c'était des Toulousaines, c'était des femmes, c'est très clair. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un rôle très important, même dans la défense. Mais il y a quelque chose aussi que l'historien médiéviste a beaucoup de mal à saisir, c'est un peu le pouvoir informel d'une femme. Au creux de l'oreiller, comment elle peut orienter son mari. Vous le faites très bien. Très souvent, les femmes, vous savez, nous faire prendre des décisions d'une façon tellement délicate qu'on ne s'en aperçoit même pas. Voilà, tout ça, enfin, je simplifie beaucoup, je ne sais pas si... On embrasse Brigitte Macron. Voilà. Donc,
tout cela, c'est très difficile à saisir, sauf dans les fabliaux, dans un certain type de littérature un peu grotesque. N'empêche que c'était sacrément... Martin, quand on regarde les fabliaux érotiques, pardon, mais enfin, le Moyen-Âge pudibond, faudra y repasser à 2 fois quand même. Oui, Parce que il y a aussi toute une littérature. Alors, moi, j'aime bien imaginer qu'Aliénor l'encourageait discrètement. Moi, je la vois comme ça, Aliénor, mais peut-être pas, hein, cela dit. Mais les fabliaux érotiques du Moyen-Âge, c'est assez décoiffant quand même. Hein. Il y avait l'histoire du con qui parle. Alors, ça, c'est quand même juste culte, c'est culte, hein, mais c'est un moment circulé, je crois que c'était au XIIIe, circulait une histoire qui était un peu le best-seller de l'époque, en quelque sorte. Mais c'était une dame qui était dotée d'un sexe qui était bavard, qui parlait. Donc en fait, tout le monde défilait chez elle, c'était une duchesse. Et elle relevait sa robe comme ça, et tout le monde s'agenouillait et discutait donc avec le sexe de la dame. Déjà, l'idée est quand même un peu bon, mais enfin, ça, à l'époque, ça passait, donc super. Et il se trouve qu'un jour, je ne sais plus comment ça tourne, oui, pendant qu'elle dort, un chevalier fripon se dit, puisqu'il paraît que son sexe parle, je vais le rendre muet, donc je lui mets de la paille dedans. Donc merci de la visualisation qu'on a tous, mais bon. Et donc il le bourre d'étoupe et de foin. Après quoi, il s'approche de la dame devant l'assemblée et il s'agenouille en disant il paraît que votre sexe y parle. Elle dit bah oui, tout à fait. Hop, elle relève ses jupes et là il y a une description hallucinante du sexe en question qui donc essaie de donner une syllabe et en fait il peut pas parce qu'il est bourré de foin et d'étoupe. Voilà. Et la femme, la duchesse, toute l'assemblée rigole en disant du coup c'était pas vrai que ton sexe y parle. Et la dame elle se tourne, elle fait qu'à cela ne tienne, mon cul parle. Et elle se penche en avant et il commence à discuter avec les fesses de la dame. Bon, ça c'était quand même pour ce qui est de la pudibonderie, il y a mieux quand même. Oui, il y avait quand même tout un courant extrêmement grivois et extrêmement... et les moines en prenaient plein la figure. Hein. Il y a l'histoire de la serrure enchantée où il y a le moine qui va se rendre à la ville, un moine évidemment ventru, et puis il a soudainement envie de faire crac-crac avec une dame. Donc déjà pareil, le concept de base, bon. Et il voit une ferme et il dit tiens, je vais aller en gros me faire la paysanne, quoi. Et en fait, il regarde par le trou de la serrure et il voit le paysan qui est en train bravement de manger sa soupe avec sa femme. Et ce que fait le moine, c'est qu'il ouvre la porte violemment, là, comme ça, et il dit, en montrant le paysan, et il dit « Toi, je viens de voir que tu étais en train de forniquer avec ta femme, c'est vraiment dégueulasse. » Et le paysan, il fait « Mais pas du tout, j'étais en train de manger une soupe avec ma femme, on ne faisait rien de péché. » Et le moine lui fait « Ah, alors c'est que ta porte est enchantée, ta serrure est enchantée. » Et ça, c'est une plaie. Il dit « On va vérifier. » Il dit « Sors. » Le paysan, il sort. Le moine, il bondit sur la brave paysanne qui n'a rien demandé à personne. Elle se fait trousser sauvagement sur le coin de table. Enfin, c'est juste monstrueux. Le paysan, il voit ça par le trou de la serrure. Il devient blême. Il réouvre la porte blanc et il dit « Oh, je t'ai vu trousser ma femme sur le coin de table. » Et le moine, il fait « Tu vois ?» Il dit « Bon, c'est pas grave. Terre, 2 gouttes d'eau bénite et ça passera. » Et il reprend sa route. Non mais c'est génial. Et en même temps, il y a quand même... Martin, tu es d'accord pour dire qu'il y avait un courant comme ça... Oui, tout à fait. Gourmand, mais assez obscène aussi, mais qui était quand même très loin de la pudib. Et d'ailleurs, l'Église laissait faire. Elle a pas interdit ce genre de... Elle devait y trouver son compte aussi. Non mais c'est Michel Zinc qui en parle notamment, mais elle y trouvait son compte aussi. En tout cas, il n'y a pas eu de verrouillage de ce côté-là de l'Église. Il n'y a pas de censure cléricale sur ces textes-là. C'est vrai que le 19e siècle, probablement, c'est épouvantable, le 19e siècle. Exigeant sur ça. Oui. Et alors après, il y a aussi quelque chose, mais là, tu vas m'éclairer, sur Aliénor. Quand on récapitule quand même 2 fois reine et qui lance l'offensive contre son mari, est-ce que ça te semble superflu qu'on en fasse une figure féministe ? Tu vois, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Tu trouves que c'est un peu... ça va un peu trop loin ? Non, c'est vrai. Parce que quand même, il n'y en a pas 36 000 qui ont fait ce qu'elle a fait. Le mouvement féministe, là encore, il faut faire attention aux mots. Quand est-ce qu'il apparaît ? C'est avec les suffragettes, donc on est déjà au 19e siècle. Ces mouvements qui est extrêmement fort pour qu'il y ait une place politique dans la société contemporaine. Donc, et puis l'égalité de chance dans le travail. Je pense que cette réalité-là est assez récente. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est une femme qui a défendu ses droits, tout simplement. Elle était duchesse d'Aquitaine et elle ne comprenait pas pourquoi le roi d'Angleterre ou le roi de France, même si c'était son conjoint,
avait le droit de outrepasser des droits ancestraux de ces régions qu'elle défendait. C'est ce qui ne plaisait pas aux Jacobins du XIXe siècle. Michelet ne pouvait pas la sentir à cause de cela, parce que c'est quelqu'un qui était conscient du poids de ce que nous appelons la principauté territoriale, ces entités qui ont constitué enfin, ce que les régions, mais bon, les régions maintenant c'est un peu du n'importe quoi, même si l'Aquitaine, pour une fois, ça rappelle un peu le Moyen-Âge, mais bon, il faudrait qu'on récupère la Vendée, mais enfin, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'on récupère la Vendée, vous notez tous cette phrase quand même. Il faudrait qu'on récupère la Vendée, oui, tiens. Le Bas-Poitou, quand même, c'est dommage d'avoir un Poitou sans le Bas-Poitou. Enfin, mais disons qu'il y a eu des tentatives, mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'était quelqu'un qui défendait les droits de sa maison ancestraux, et c'est pourquoi il a promu une révolte. Mais l'aristocratie poitevine l'a suivi, parce que là encore des gens comme les Thouars, comme les Parthenay, comme les Taillefer d'Angoulême ou les Lusignans. Donc ils ont suivi une femme. Oui, ils ont suivi une femme qui était pour elle la petite-fille de Guillaume IX le Troubadour, l'arrière-petite-fille de celui qui avait fait l'union avec la Gascogne, qui avait fait de Poitiers ou du Poitou le centre d'une vaste Aquitaine. Et eux-mêmes, ils étaient conscients de descendre d'une famille de vicomtes qui avait eu la délégation du pouvoir depuis le IXe siècle. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ce retour en force de ce que nous appelons la monarchie féodale. De quel droit le roi de France peut-il revenir? Il faut se mettre dans leur tête. Hein. Voilà, maintenant on sait, je vous parlais de post-colonial studies aussi, on n'est pas du tout, on n'a pas une approche nationaliste du Moyen-Âge, puisqu'on sait que les réalités politiques sont relativement différentes par rapport à ce que nous vivons de nos jours. Et par exemple, l'Europe, moi personnellement, ça me touche parce que c'est la chrétienté médiévale, la chrétienté latine, d'une certaine façon, même si c'est fait peut-être dans un autre esprit, mais nous retrouvons les intellectuels de pouvoir voyager partout en Europe, de rencontrer nos collègues. C'est un peu comme les clercs qui parlaient latin au Moyen-Âge. J'ai passé toute la journée avec des collègues anglais à parler de la mémoire et du passé. Bien sûr, on utilisait l'anglais. On aurait aimé que ce soit le français ou le latin, une langue romane au moins, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais en tout cas, on a une langue véhiculaire qui nous permet de nous comprendre, de discuter. Donc tout ça, c'est merveilleux et ça me rappelle le Moyen-Âge aussi. Et pour revenir à Aliénor, je pense que ce n'était pas tellement un problème psychologique. Il y a le livre, enfin je respecte beaucoup Régine Pernoud, puisqu'elle a fait beaucoup de bien pour diffuser le goût du Moyen-Âge dans un public qui peut-être au départ ne l'avait pas. Hein. J'ai une collègue chartiste qui m'a dit « je suis devenue chartiste parce que quand j'étais petite, j'ai lu Régine Pernoud, j'ai vu qu'elle était chartiste et je me suis dit je veux être comme cette femme ». C'est très bien. Mais quand elle vous dit « ah oui, mais Aliénor en voulait à Henri II parce qu'elle était jalouse, parce qu'il avait pris Rosemonde de Clifford comme sa concubine officielle aux yeux de tous ». Mais enfin, c'était la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine. C'était un monde où la polygynie, où le fait que les hommes et beaucoup de femmes étaient tout à fait dans les mœurs, c'était beaucoup plus répressif contre les femmes, bien entendu. C'est pourquoi je ne suis pas très sûr qu'Aliénor ait pu coucher à droite et à gauche, parce qu'elle risquait très, très gros. Alors que pour les hommes, donc, par exemple, la notion de jalousie, c'est pas du tout le même sentiment qu'on peut-être, oui, c'est universel, c'est transculturel, transhistorique, mais en même temps, c'est peut-être pas dans les mêmes proportions, c'est vécu autrement, vous voyez. Donc, elle ne s'est pas révoltée contre son mari parce qu'il le trompait, et il l'avait trompé toujours. L'archevêque d'York était son fils bâtard, Geoffroy. Donc, c'est pour d'autres raisons qui me semblent plus compréhensibles si on se place au niveau de la principauté territoriale du duché d'Aquitaine ou du comté de Poitou. Voilà. Moi, dans le roman, je dis qu'elle met quand même de temps en temps un chevalier dans son lit. Ah. Tu ne seras pas content. Non, mais... parce que tu ne l'avais pas fait dans Le Roi disait qu'elle est... Non, mais il y a une phrase. Ah, bon, ça va. Petite allusion. Ça va. Et par contre, mais oui, mais la légende a couru quand même que quand la maîtresse du Plantagenet est morte, Rosemonde Clifford, la légende, enfin, le bruit a couru que c'était Aliénor qui l'avait assassinée. Il y a un très beau tableau pré-raphaélite où on voit Aliénor avec une coupe, mais c'est un tableau du 19e siècle. Puis c'est les chroniques de Londres du 14e siècle qui lui attribuent l'assassinat dans toutes sortes de tortures de Rosemonde Clifford. Alors moi, ça, je l'ai mis moi, au 12e.
Ah oui, c'est ça voilà. aussi, romancier, on peut jongler. Donc, moi, Voilà. l'exprès, je l'ai mis au 12e. Et il y a une dernière chose peut-être que Voilà, je voudrais bon, aborder. c'était le Ah oui, quelle heure est-il? Il faut que je regarde l'organisateur. 5 5 minutes. minutes. Et puis Oui, c'est juste le rapport qu'elle a avec ses enfants. Il me semble, mais alors là, pour le coup, je m'adresse à Martin l'historien. Moi, je l'ai imaginé assez proche de ses enfants. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a des traces de ça? Et ensuite, si c'est vrai, est-ce que c'était exceptionnel? Est-ce qu'il y avait est-ce que de toute façon, les nobles femmes s'occupaient quand même un peu de leurs enfants? Moi, je l'ai posé assez proche de ses enfants. Très très bien, non mais c'est une très bonne question parce que elle est objet de débat aussi parmi les historiens. Il y a Elizabeth Brown qui est une historienne de l'université de New York qui a écrit un article dans les années 60 qui a été très influencé par la mode psychanalytique qui attribuait toutes les tares psychologiques ou le manque d'assurance ou le côté un peu perfide, bipolaire de Jean Santerre à un rapport raté à l'égard d'Aliénor. Et pourtant, les collègues ensuite ont dit, mais attention, on a les pipe rolls qu'elle n'avait pas lus parce que ça prend beaucoup de temps, il faut dépouiller des pages et de pages de comptabilité, donc les dépenses accordées à la cour du roi d'Angleterre pour voir, par exemple, si Aliénor voyageait ou pas avec ses enfants. Et on voit très souvent qu'elle voyageait avec ses enfants, cette femme qui avait une vie très itinérante. Après, bien entendu, il y a des nourrices, mais c'est dans les mœurs du temps. Et Richard Cœur de Lion était très ami de son frère de lait, qui s'appelait Alexandre Neckam, qui est redevenu un très grand scientifique parce qu'il a pu lui payer des études. Et sa mère, sa nourrice s'appelait Audierne. Donc tout ça, c'est bien catalogué dans les pipe rolls, dans la comptabilité, mais c'est pas pour autant qu'Aliénor ne se souciait pas de ses enfants. Il y a même un très grand spécialiste de Richard Cœur de Lion, le plus important, John Gillingham, qui a été professeur à l'Institut au London School for Economics, et qui dit au contraire qu'il y avait un lien privilégié entre Richard Cœur de Lion et Aliénor. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir ton livre, puisque tu viens de me l'offrir en prémisse, mais il paraît que c'est aussi un des thèmes de ce Moi, roman. j'ai fait Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils préféré, Richard Cœur de Lion. Alors, je me suis permis de faire des passerelles. Par exemple, le premier fils d'Aliénor d'Aquitaine s'appelle Guillaume. Il meurt quand il a 3 ans. C'est le seul enfant, d'ailleurs, qu'elle va perdre. C'est le premier enfant qu'elle a avec le Plantagenet. Il s'appelle Guillaume. Il meurt à l'âge de 3 ans. Richard va venir 2 enfants plus tard. Mais moi, je fais mon Richard qui dit... au fond, je suis peut-être le Guillaume où elle aurait aimé qu'il grandisse, quoi. J'ai pris la place d'un absent. Elle a toujours eu dans le fond du cœur cet enfant disparu et j'ai un lien privilégié avec elle et c'est comme si est-ce que j'ai vraiment du prix à ses yeux ou est-ce que c'est parce qu'elle voit l'enfant que Guillaume aurait pu être en moi, qui a grandi. Et il se trouve que Mathilde, une des sœurs aînées de Richard, donc une des filles de Aliénor, met au monde un fils qu'elle appellera aussi Guillaume. Et il se trouve aussi que le fils aîné d'Aliénor, qui s'appelle Henri, à un moment a convié comme un jeu tous les chevaliers du royaume à un banquet, un grand banquet, et la condition c'était que tous les chevaliers en question s'appellent Guillaume. Alors je sais bien que l'historien me dira que Guillaume était le nom le plus répandu au Moyen-Âge, mais ça typique pour un romancier. Pour moi, c'est génial, parce que si je ne peux pas faire de parallèle entre ce Guillaume, enfant disparu à l'âge de 3 ans, dont le souvenir finalement a nimbé tous les rapports dans la famille, si ce n'est pas lui que sa mère cherchait à travers un autre, ça c'est typique du domaine de la fiction et de l'imagination. Et on en avait parlé tous les deux, et tu m'avais dit c'est quelque chose que je ne pourrais jamais vérifier, donc allons-y, pourquoi pas. Mais c'est sûr que ça fait partie de cette zone grise qui échappe à l'historien, et c'est là où le romancier peut décider que Richard peut avoir un monologue où il s'adresse au frère disparu en disant au fond j'ai pris ta place et peut-être que c'est pour ça que ma mère m'aime autant et donc peut-être que je suis un imposteur finalement, c'est pas moi qu'elle aime, mais tout ça c'est génial pour un romancier, ce versant-là mouvant et finalement sans exactitude. Non, tout à fait, il y a une très belle mise en abîme dans ton roman précédent où Louis VII est très jaloux de Marcabru, un des troubadours de la cour de Poitiers, parce qu'il chante un peu fleurette à Aliénor,
mais Aliénor sait que c'est de la fiction, que rien ne se passe entre eux, que c'est un jeu littéraire. Et pourtant, Louis VII prend ça au premier degré. Donc c'est un peu le sens de ce que nous sommes en train de voir en ces moments. Donc ce qui est de l'ordre de la fiction, ce qui est de l'ordre de l'histoire, pourvu que le contrat soit respecté de la part du romancier et de l'historien. Je pense que chacun est tout à fait honnête et qu'il joue son jeu. Voilà ce qui lui revient. Donc il paraît... Voilà, on va céder la parole au public, puisque... Merci. Un micro est à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. C'est pas forcément évident puisqu'on a une sorte de